peut absolument pas garantir qu'elles soient réelles, mais en tout cas, on peut garantir qu'elles ne sont pas dues à l'exposition à faible dose. Ça, je crois que ça peut être démontré. Alors, je ne vous traite pas les aspects du cancer radio-induit. Je crois que notre ami Amber Ringo l'a fait. La chose que je vais faire, par contre, c'est vous parler de ce petit point très particulier, puis 3 diapositives derrière, si vous me permettez, pour comparer les risques, qui concernent les non-monotonies. Je crois que j'ai répondu d'ailleurs assez rapidement hier à cette question-là, mais d'une manière générale, c'est vrai que en toxicologie, la non-monotonie est beaucoup plus la règle, lorsqu'on a la maîtrise des effets initiaux, que la monotonie. C'est-à-dire qu'il y a, pour les doses les plus faibles, elles ne sont pas forcément traduites par des effets, et ceux-là où Vandenberg se trompe en particulier, il a été l'objet de critiques qui sont des critiques importantes. Le problème a été évoqué hier avec le travail de Swingello, mais on pourra en rediscuter. Donc, je vous présente ici, pour des expositions in vitro, à partir de données qui sont de l'ordre de 10 microsieverts, la forme de la relation des effets pour un point particulier qui est les inversions, quelque chose qui peut être lié à la mutagénèse et qui vous montre que ça n'a rien à voir avec une relation qui est une relation linéaire. Je passe sur les effets qui sont des effets adaptatifs et je viens rapidement à une conclusion concernant l'épidémiologie qui montre que dans un certain nombre de cas, il est possible de démontrer que soit dans le milieu naturel, soit dans le milieu professionnel, de faibles doses peuvent être associées avec une diminution de risque. Et très honnêtement, il ne faut pas le prendre comme de la vérité, il faut penser que ça puisse exister. Il y a des mécanismes biologiques qui peuvent y conduire, et oubliez simplement de l'utiliser lorsque vous faites une gestion de la crise. Maintenant, je voudrais vous parler en 2 minutes d'un problème qui concerne la hiérarchisation des risques et la comparaison des risques. Ce travail a été fait de manière très précise et très étendue par un groupe européen qui s'appelle le groupe externe, et qui, entre 1990 et 2006, a produit un ensemble de rapports dans lesquels ont été faits, à la fois pour le nucléaire, mais pour toutes les sources d'énergie, l'ensemble des nuisances et des expositions qui en résultaient, et les possibilités qu'on pouvait avoir en termes de risques. Ici, ça concerne le nucléaire en France, on voit apparaître, disons, 2 postes majeurs, qui sont le retraitement et la production d'électricité, qui vont être à l'origine d'une exposition collective qui est relativement faible, qui est de l'ordre de 13 ohm/sievert, ce qui est 4 fois rien par rapport à ce que représente, bien sûr, l'exposition naturelle. Rappelez-vous qu'il y a 2,5 millisieverts sur 60 millions de personnes, faites le calcul directement. Pour l'impact sanitaire des combustibles, je crois que Denis Mirou l'a rappelé tout à l'heure, il y a un impact qui est absolument manifeste. Le travail a été fait de manière très consciencieuse par le groupe externe des experts européens et aboutit à un certain nombre de conclusions qui ont été traduites par Marc Andia dans un article de Lancet en 2007 sous la forme du nombre de morts attribuables. Ce n'est pas forcément le meilleur critère qui puisse être pris, mais c'en est un qui permet la comparaison de risques. Et en particulier, on voit que le coût sanitaire en terawattheure, en termes de mortalité ou en termes de morbidité, est énorme lorsque l'on compare le lignite et le charbon par rapport en particulier au nucléaire. Et c'est vrai aussi que la biomasse est à l'heure actuelle l'objet d'une surveillance particulière. Si on prend maintenant l'ensemble de ce qui est imputable à l'exposition au rayonnement ionisant, dans le domaine des faibles doses, en extrapolant comme si les risques existaient, quel que soit notre niveau, ce qui est l'hypothèse prudente, mais en gros on voit qu'on a à peu près 10 000 cancers, et essentiellement qui sont liés à l'exploitation de l'uranium. Et en fait, si on appliquait à la lettre l'extrapolation linéaire sans seuil, on aurait 500 cas de cancer fatal qui soient induits par an, et sur la population, sur l'ensemble des années depuis 1950 où s'est installé le nucléaire, on aurait donc 30 000 cancers fatals qui pourraient être, disons, imputés à l'exposition au rayonnement ionisant. Mais il faut comparer ça à ce que est à l'heure actuelle le nombre de fatalités qui sont associées avec les sources pérennes d'énergie qui peuvent être comparées, et c'est le cas en particulier du charbon, c'est le cas du lignite, mais c'est également le cas de la biomasse. Et pour 20 000 TWh en 2008, 41% qui sont dus au charbon, ça fait 200 000 décès par an qui sont imputables. À comparer, disons, avec ces quelques dizaines de cancers qui sont imputables par an à l'exposition aux faibles doses, liées dans les conditions telles qu'elles sont à l'heure actuelle à l'exposition aux faibles doses. Je crois qu'à partir de là, y compris pour, disons, les autres sources alternatives, en particulier, on nous parle beaucoup de la biomasse, mais comme Denis l'a rappelé tout à l'heure, c'est 1 600 000 morts par an liés à l'utilisation des combustibles domestiques en particulier. Et je vous rappelle aussi que les incendies de forêt ont été évalués l'année dernière à 330 000 intoxications mortelles par l'effet des particules fines. Donc c'est loin d'être un phénomène qui est un phénomène marginal.
finale. À l'heure actuelle, si vous voulez épargner des vies, c'était la conclusion de Burton Richter, c'est également celle de James Hansen, eh bien, la meilleure manière pour une bonne production d'énergie électrique, c'est le nucléaire, et c'est ni le charbon, ni le gaz, ni les autres sources à l'heure actuelle. Merci.